Bon, petite intro à une super station familiale. Mijanès, donnez-en. Oh, des mimis. Des mimis. Regardez ça. Regardez ça, les mimis. Regardez ça, les mimis. Hein? Si c'est pas sympa. Super famille. Mijanès, dans le donnez-en. Super station familiale Topécam, qui ferme le 17 mars. Et en petite parenthèse, tout petit message, eh bien, mais le 17 mars, les gilets locaux là, qui ont besoin de se retrouver, de se rencontrer, eh bien, se retrouveront là-bas, dans la salle Orsac, qui est tout à fait derrière là-bas, pour un petit pot, pique-nique, machin, on amène nos trucs, salle Orsac, le dimanche après-midi du 17 mars, à partir de 2h, n'importe quoi, même plus tôt, même midi, pique-nique, il n'y a aucun problème, sans avoir besoin de rien dire à personne. On vient là et tout le monde va se rencontrer, discuter, et moi je serai là pour vous interviewer. Les locaux qui sont gilets ici, dans l'Ariège, et cette station-là, Mijanès, c'est... faut bien connaître un peu ce qui se passe, d'accord? Alors, ça c'était une petite intro. Là-haut, c'est Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Là, ici, poste surveillant, syndicat des journalistes et écrivains indépendants, fondé au 19e siècle par Georges Sand et d'autres grands esprits, parce que c'était encore une période de liberté d'expression. Ah oui, c'est vrai? Vous croyez que la répression a commencé maintenant? Vous ne vous rappelez pas que Victor Hugo a dû s'exiler, quitter la France à cause de ses déclarations, de ce qu'il disait, et un certain nombre d'autres. Hein? Et ça avait commencé avant. Hein? La presse indépendante qui écrit, qui parle, comme par exemple Camille Desmoulins, qui publie un petit journal, et que le dictateur, ben, c'en était un. La Révolution française a été reprise par des dictateurs, là, hein, Masson et tout ça, oui, qui fait couper la tête à Camille. Et puis même plus tard à sa femme, la femme de Camille Desmoulins, guillotinée. Hein, des gens qui publiaient petites revues et tout ça. Alors c'est pas d'aujourd'hui la répression. Hein, mais c'est pas une raison pour continuer, hein, journaliste, surveillant, etc. Alors puisque je parle aux surveillants, on va continuer un petit peu. D'abord, j'ai déjà dit avant, hein, dans d'autres vidéos, ne vous amusez pas, hein, à porter atteinte à la liberté de la presse, parce que ça monte très haut, c'est très connu en France et dans le monde, ça peut monter dans des cours européennes, alors on ne s'amuse pas à faire de l'obstruction à la presse. Hein. Alors, ceux de chez vous là, police, qui êtes fin fou, hein, et qui allait foutre par terre les téléphones, casser la figure aux gens qui filment, etc. Ou qui arrosent avec les canons des journalistes, de la presse. Non, 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 ça va pas votre truc, ça va votre truc. J'ai discuté avec vous, à Acte 12 à Toulouse. Et je vous ai dit que j'étais une famille de policiers. Ah ben oui, 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 ah ben, il y a des gilets, il y a des journalistes qui peuvent très bien être d'une famille de policiers. Alors je connais toutes vos méthodes, je sais tout ce que vous faites, et surtout ce que vous devez faire, et ce que vous ne devez pas faire. Ma mère travaillait aux renseignements généraux, mon oncle était inspecteur de police, et mon arrière-grand-oncle, superintendant de police de toute la région est de la France. Oui, ça se passait pendant l'occupation, et ce qui s'est passé, ben, c'est que ma famille de policiers, pendant l'occupation, hein, au lieu de courir
après ceux qui avaient une couleur jaune sur eux. Tiens, couleur jaune, hein? Oui. Eh bien, ma famille de policiers, eh ben, ils aidaient la résistance. Hein? Ma mère, qui travaillait comme secrétaire à Kommandantur, eh ben, elle prenait des papiers pour fabriquer des tas de trucs. Elle sortait les rations d'alimentation que mon grand-père allait porter en vélo partout. Mon grand-père qui a fait la guerre de 14. On en reparlera de ça. Et puis, hein, les infiltrations dans tous les mouvements, dans tout. Et oui, ça existe. Oui, ça existe. La résistance. Ben, cherchez un peu. Hein, les communistes ont pris la résistance, noyauté, on va dire, vers, pas tout de suite, hein, 43. Hein. Et qu'est-ce qui se passait? Eh ben, il y avait des comportements qui n'allaient pas du tout. Ah ben non. À mon arrière-grand-oncle, qui était superintendant de police pour toute la région Est de la France, le chef de tous les policiers de toute la région Grand Est de la France. Eh bien, il avait vu qu'il y avait des résistants qui se comportaient mal. Eh bien oui, qui faisaient des raids dans la montagne, dans les fermes, hein, qui pillaient et qui violaient les femmes dans les fermes. Mais oui, des membres de la résistance. Mais oui, cette résistance noyautée par les communistes. Mais oui, bien sûr. Et puis d'autres, on s'en fiche. Alors mon arrière-grand-oncle a fait son boulot de policier. Il est allé pour attraper ceux qui pillaient et violaient les femmes. Et puis il l'a attendu, embuscade. Lui-même et sa citron transformés en fromage de gruyère. Voilà. Mais alors je suis une famille de policiers. Alors on cause gentiment avec moi, puis on m'écoute. Et écoutez ce que je dis. C'est important. Parce que vous faites partie de nous, vous les policiers. Les vrais, hein, s'entend. Alors aujourd'hui je devais pisser... Stop! Bien entendu, dans ce que je viens juste de mentionner, mon oncle inspecteur de police, il l'était encore à l'époque de mai 68, et j'aurais des histoires à raconter à propos de mai 68, parce que moi j'étais à l'armée à ce moment-là. Alors, aujourd'hui je voulais pousser ma gueulante. J'avais dit hier, quand j'ai fait le kamikaze, tout seul avec un gilet, ce qu'il ne faut pas faire, ne faites pas ça. N'allez pas tout seul avec un gilet, parler aux gens dans les magasins, publiquement, ou faire des signes sur la route et tout ça, bon, c'est pas à faire. Bon, j'ai rien eu, beaucoup de vol. Hein, on a mis ça sur le compte de médicaments, bon, très bien, ça va. Pas eu de problème. Je vais pas faire longtemps la vidéo parce que j'ai encore une jolie crève ramassée à l'acte 12 à Toulouse. Et pour lequel je suis obligé de prendre la cortisone parce que en 98, encore une autre histoire à raconter, j'ai reçu un virus militaire ultra fort, rétromutant, qui est tombé quand j'étais chez les Indiens en Oklahoma et qui est tombé sur tout le monde. Tout le monde était malade à crever pendant tout un hiver. Et ce virus, c'est un mutant qui revient tout le temps. Donc il est dormant dans tous les gens qui ont été aspergés donc l'hiver 98 dans l'Oklahoma, parce que c'était fait exprès sur les Indiens. Et chaque fois qu'on attrape un rhume ou une grippe, le virus rétromutant se met en route. Alors là, on peut être malade pendant des semaines et des semaines. On est bien obligé de le bloquer à un moment donné, même si c'est avec de la cortisone pendant quelques jours. Bon, la cortisone énerve, c'est pour ça qu'hier j'ai piqué une petite crise. On va essayer de faire calmos aujourd'hui. Mais il y a quand même une crise à piquer là. Attention, couvrez-vous, hein. Comme ils disent en Australie, run for cover. Run for cover, Mike. Come on, Mike. Run for cover, Mike. Oui, tiens. Mais c'est rien ça. C'est rien. Attendez que je passe un coup de gueule sur le New Age par rapport au mouvement de liberté qui se passe en ce moment. Alors là, il faut un gros parapluie, un gros parasol avec plein de fleurs dessus, dessiner des lotus peut-être bien, mais il faudra vachement se garer là. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que le coup de gueule que le Jean-Michel il veut pousser là? Aujourd'hui, le jour de la 14, je ne peux pas aller à cause de cette crève. Et où, ben, il y en a qui en prennent plein la gueule de nouveau partout, probablement, parce que c'est toujours la répression, comme si on était en Chine, en Corée du Nord, ancienne Union soviétique,
Allemagne des années 30, etc. Le jour où tous les Français se rendront compte de ça et se leveront en disant arrêtez, ça s'arrêtera, hein, ça s'arrêtera. Hein. Mais tant qu'ils restent le cul sur leur canapé ou dans leur bagnole, ça n'arrivera pas. Alors le coup de gueule, c'est justement ça, le coup de gueule. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il n'y a pas longtemps, quelques jours, j'ai rencontré une personne de la profession médicale. Voilà. Personne avec beaucoup d'expérience, personne très éduquée, militante, une personne qui se bagarre contre la désertification des soins médicaux dans les campagnes. Hein, bon, ça c'est dans l'Aude. Qui essaye de remettre en place des unités pour soigner les gens. Hein, qui lutte contre la suppression des hôpitaux parce qu'ils les virent. Et qui travaille comme un dingo. Tout le temps. Et bon, c'est là l'excuse que je vais pouvoir donner. C'est que cette personne, donc profession médicale, hein, n'a pas le temps de faire des recherches, d'aller sur internet pour essayer de connaître la vérité sur les événements qui se passent aujourd'hui. Tout ce que peut faire quelqu'un comme ça, c'est en rentrant là, tout en mangeant en vitesse, et bien regarder l'information à la télé. D'accord. Alors pourquoi je suis énormément en colère? En raison de ce que cette personne m'a dit. Hein, j'ai dit à cette personne, bon alors j'ai chopé la crève à Toulouse, tout ça, parce que j'ai été, en tant que journaliste, tout ça, apporter du soutien aux Gilets jaunes. Alors là, il y a eu une explosion qui m'a choqué gravement. Hein, ça me choque, et ça va vous choquer. Parce que cette personne, très bien, hein, qui milite et tout pour les soins médicaux et tout, me dit « Ah non, ne me parlez pas de cela. Hein, d'abord, hein, ils ont qu'à aller travailler. Hein, ils foutent le bordel. Et puis ils ont qu'à retourner dans leur pays. » Alors quand vous prenez ça dans la tronche, ça fait un peu mal. Surtout quand vous avez suivi tout ce que disent les gilets, les bons petits cœurs partout, vous voyez ce qu'ils font. Là ça défonce un machin comme ça. Ça me défonce, ça. Et j'espère que vous, ça va vous défoncer aussi une telle déclaration. Parce que c'est pas une déclaration qui vient d'un Dupont-Durand, hein, qui parle de la chasse, tiens, tuer un coq, on va le bouffer là, ou alors un match de rugby, pestis, tout ça, voilà. Et puis, ah ben ouais, aux informations, ils ont dit tout ça. Et puis les Russes, c'est des méchants. Puis... Non, c'est pas une personne comme ça. C'est une personne extrêmement éduquée qui suit tout, en principe, dans sa profession, mais qui n'a pas eu le temps de regarder ce que c'était vraiment que les Gilets jaunes, et que, visiblement, n'a eu comme information que le matraquage, le contrôle mental, le lavage de cerveau, des informations. Voilà ce qui se passe. Voilà, c'est là qu'il y a besoin de pousser une gueulante. Non, c'est pas un canot que vous voyez derrière, là, c'est un canot à neige. Ouais. On en parlera des canons. Oui. Je dois faire une vidéo sur les grenades, les canons à eau et tout ça. Parce qu'à l'Acte 12, comme je suis d'une famille de policiers, et puis que je suis presse, hein, alors j'ai le droit de passer au milieu des barrages de CRS, et même de leur parler. Et j'expliquerai un peu, je ferai une vidéo spéciale justement sur la police, et comment on peut parler avec eux, et qu'on doit parler avec eux, hein, au lieu de continuer à les insulter verbalement. C'est une très mauvaise idée. Bon, alors, pourquoi il faut gueuler là? Oh ben, mais vu qu'on le gouvernement, ça, parce que, et puis ils contrôlent les médias, et puis les médias de ça. Oui, bien sûr, mais on sait ça, on le sait ça. Tout le monde le sait, c'est sur la place publique maintenant, puis ça va dans les autres pays. C'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. J'ai regardé hier tard la conférence citoyenne de Chartres, là, avec un super gars, là, qui a son œil pété, là, un Jérôme Henry, ouais, c'est ça.
J'espère qu'on va retrouver son intervention. Il dit tout. Incroyable. Tout y passe. Les poisons, les chemtrails, la manipulation mentale, le truc mondialiste. Pourquoi les gilets se battent en fait. Voilà. Alors, quel problème? Le problème, il vient de la masse des Français. Voilà où vient le problème. Comme j'ai poussé dans ma gueulante de ma vidéo d'avant. Ah, où ils sont? Ceux qui soutiennent les gilets jaunes, où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Ah oui, sondage. Ouais, ils soutiennent. Et comment ils soutiennent? Est-ce qu'on les voit? Hein? On les voit plus beaucoup mettre le gilet sur le pare-brise. Est-ce qu'ils s'expriment quelque part? Non. Est-ce qu'ils vont au bistrot dire que il faut soutenir les gilets jaunes? Non, on les voit nulle part. Enfin, je sais pas. Dans la brousse, moi je les vois pas. Est-ce que vous les voyez, vous? Si vous en voyez, tant mieux. Et moi j'ai l'impression que ceux qui soi-disant soutiennent les gilets jaunes, ils sont le cul sur leur canapé. Ils sont un tout petit peu plus au niveau de ceux qui tuent les animaux à la chasse, qui liquident qui tordent le cou à leurs pigeons ou leur coq pour le bouffer le soir, et puis qui parlent de rien d'intéressant à part le match de rugby. Non, un peu au-dessus. Mais tous ces gens-là qui soutiennent les gilets jaunes, est-ce qu'ils vont regarder toutes les vidéos que tous les médias font, des gens comme moi, Vincent, Gabin, tout le monde, Ramous, tout le monde, Lily? Je crois pas. Ils se laissent laver le cerveau par les informations. C'est là le problème. Jérôme, dans la conférence de Chartres, il a bien dit, mais on est tous responsables. Nous aussi, les gilets jaunes et tous ceux qui se battent pour la liberté et la vérité qui monte, on est tous responsables de tout ce qui se passe. C'est de notre faute, on a accepté que tout ça se fasse. Hein? Et si on accepte que la plupart des gens se fassent laver le cerveau par les informations, voilà, c'est tout. Il faut faire quelque chose sur ce sujet-là. Je vais terminer la vidéo parce que sinon je vais plus avoir de voix, des problèmes là. Et puis parce que je ne veux pas les faire trop longues, parce que sinon vous autres tous, la famille, vous n'allez peut-être pas regarder en entier. Regardez plein d'autres vidéos que j'ai mis, parce que je donne beaucoup d'explications sur beaucoup de choses. La dernière de David Icke, c'est du canon, c'est le cas de le dire. C'est plus fort que le canon en haut, etc. Donc les deux gueulantes, c'est... il faudrait peut-être voir un peu ce que les Français moyens lambda pensent, soi-disant qui soutiennent, pourquoi ils font rien. Il faudrait peut-être aller fouiller un peu là-dedans et puis leur expliquer. D'une manière ou d'une autre, trouver des combines. Alors, l'autre gueulante, c'est sur les médias. Alors il faut squeezer tout ça, C'est plus possible. On ne peut plus perdre son temps avec des médias qui lavent le cerveau des gens comme ça, c'est pas possible. On sait bien que c'est organisé, ok. Comment faire? Mais c'est hyper simple ça. C'est pas à moi à dire ce qu'il faut faire, débrouillez-vous. Moi je suis principalement journaliste. Bon, je soutiens les gilets à fond, parce que c'est le mouvement de liberté. Il faut bien que la planète se libère du système, de la matrix et des archons, ça c'est évident. C'est évident. Mais c'est simple. De la même façon qu'il y a des conférences citoyennes, il peut y avoir une grande conférence des médias alternatifs quelque part. C'est pas si difficile que ça à organiser. Rassembler tous ces médias alternatifs, que ce soit ceux qui veulent faire du journalisme impartial, vous savez, le journalisme normal, mais il y a aussi le journalisme de documentation, de faire des documentaires en donnant des théories, des idées. Il y a le journalisme d'investigation, ce que je fais moi, qui est d'amener la vérité, de dévoiler tout ce qui est caché. Wikileaks c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Tout ça, et puis plus tous les bons petits là, les petites, qui ont le grand courage d'aller avec leur phone là, dans les manifs, et puis de se faire attaquer, arrêter, confisquer le phone, supprimer les photos qu'ils ont pris, etc. Tout ça, il faut regrouper ça. Alors, l'idée est lancée, débrouillez-vous, vous êtes assez grands tous, pour essayer de faire quelque chose comme ça, le jour où il y aura une sorte de structure nationale, citoyenne, des vrais médias, ça pourra faire mal, et c'est ça qui remplacera un jour
ces médias dont on n'a plus besoin. Je vais arrêter là aujourd'hui, je referai encore une vidéo sur les médias, parce que comme je suis journaliste, j'ai eu des formations, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Mais là, il fallait simplement aujourd'hui pousser mon coup de gueule et dire salut à tous les braves qui se battent aujourd'hui. Acte 14. Jean-Michel, salut. On était tout en haut de l'avenue des Champs-Élysées. C'était très calme, donc on était entouré de gilets jaunes vraiment très calmes. Et sur les coups de 14 heures, des casseurs ont commencé à vandaliser un commerce en face de nous, de l'autre côté de l'avenue. On commence à mettre le feu, etc. Donc les policiers ont commencé à charger pour laisser passer les pompiers justement. Et là, c'est le dernier souvenir que j'ai parce qu'après je m'effondre totalement. Apparemment, je me suis pris, on pense une grenade dans la tête. Il y a encore beaucoup de douleur au niveau de l'œil. D'ailleurs, on va faire une prochaine opération pour retirer l'œil parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. C'est très dur de se lever, de même, de ressentir les choses et tout ça. Et oui, là, même aller en cours, c'est pas possible pour moi. C'est pas possible du tout. J'ai mal à l'œil et du coup, de le bouger, ça me fait très très mal. Et de lire, c'est juste impossible. Et en études de philosophie, on fait que lire, donc c'est très compliqué. Quand on veut se faire entendre, il faut aller au point de centre de tout le pays. Et là, c'est Paris. Donc après, oui, je me suis déplacée pour... je trouve que notre société est très injuste. Et je trouve ça intolérable. Et certes, là, ça n'a pas réellement d'impact sur moi, mais dans 5-6 ans, les taxes, je devrais les payer. Il y a aussi quelque chose qui me touche énormément, c'est les retraités qui doivent encore payer, qui doivent retravailler parce qu'ils n'arrivent plus à vivre, et je trouve ça intolérable. Et je trouve ça injuste, quoi. C'est vraiment l'injustice qui m'a fait venir à Paris. Je trouve ça aberrant. Les policiers sont très... tous les samedis, ils sont appelés et tout ça. Je veux bien qu'il y ait de la fatigue, mais la fatigue n'excuse pas tout, et certainement pas des personnes éborgnées ou... non, c'est pas possible. Et quand on reprend la scène, les casseurs sont à droite, je suis à gauche. Faut m'expliquer pourquoi le policier a tiré par là, en fait. C'est juste aberrant. On est en France, une des plus vieilles démocraties de notre monde, une des plus belles démocraties de notre monde. C'est aberrant de voir ça, quoi. On a l'habitude de voir ça dans des pays qu'on se permet de juger en plus. Et là, ça se passe en France, c'est juste pas possible. J'ai eu du mal à 20 ans à reconnaître mon pays, c'est pas ce qu'on m'a appris, c'est pas les valeurs qu'on m'a enseignées à l'école, non, c'est pas ça.